Barocco est un mot portugais qui signifie « perle irrégulière ». Le mouvement baroque s'est épanoui en Europe entre la fin de la Renaissance et le début du classicisme. Ce mouvement artistique est caractérisé par son extravagance. C'est un mouvement foisonnant, spectaculaire. Loin des sacro-saintes règles classiques, ce mouvement laisse libre cours à l'originalité, à l'imaginaire. Je suis Perceline Perriot, comédienne, metteuse en scène, dramaturge et poétesse. Initiée par une mère professeure de lettres, j'ai découvert très tôt le plaisir de la lecture, de l'écriture, de la fiction et de sa mise en scène. Artiste touche-à-tout, ma passion pour la littérature et les mots m'a poussée à ouvrir la chaîne YouTube Barocco Lecture et Podcast. Vous pouvez également me retrouver sur Twitch plusieurs fois par semaine sur la chaîne Barocco Culture. Vous pouvez aussi soutenir mon travail via Ko-fi et Patreon. Avant de débuter cet épisode, je me permets un petit instant promo. Au mois d'octobre est paru mon premier recueil de poèmes, Pensées d'octobre. Vous pouvez vous le procurer sur tous les sites de vente de livres, ainsi qu'en commande chez votre libraire. Et si vous souhaitez un exemplaire dédicacé, il est également possible de vous le procurer via ma plateforme Ko-fi Barocco Culture. Merci et bonne écoute! Qui a peur du grand méchant loup? Une petite mise en garde s'impose. Cet épisode n'est pas pour les jeunes oreilles. Aussi, si vous avez moins de 16 ans, je vous prierai de passer votre chemin. En effet, je vais aborder des sujets difficiles et explicites. Lorsque j'étais en 3e, en janvier 2009, je lisais et dévorais au cinéma le premier opus de la saga Twilight. Je ne vais pas vous résumer Twilight. Je ne vais pas m'excuser non plus d'avoir lu, relu et re-relu Twilight. Je ne vais pas changer de camp. Je suis team Edward, quoi qu'il advienne, même si entre-temps j'ai bien déconstruit le mythe du bad boy, les relations sauveur-sauvé, le fait qu'il soit un stalker, tout ça. Moi, ce que j'aime, ce sont les vampires, les suceurs de sang, les non-morts errants pour l'éternité. Je n'ai jamais apprécié la figure du loup-garou. Jamais. Et je ne comprenais pas ce qui pouvait plaire dans cet être hybride, plein de poils, de bave, de sueur et de virilité mal placée. Mais 15 années plus tard, je crois que nous assistons à la renaissance dans la littérature SFFF du loup-garou. Une renaissance multiple et complexe, tout comme l'est cette créature double. Je n'ai pas la prétention d'être une universitaire spécialiste du genre, ni d'être une aficionados de ces enfants de la Lune. Aussi, mon humble étude peut présenter des lacunes, et j'attends vos remarques pour compléter et ajuster mes recherches et réflexions. Pour vous parler de la figure du loup-garou à travers cet épisode, j'ai lu Vertèbres de Morgane Cossarieux, paru en 2021 aux éditions du Diable Vauvert. J'ai lu aussi Meute de Karine Randberg, publié en 2022 chez ActuSF. Galeux de Stephen Graham Jones, publié en 2020 chez La Volte, mais à l'origine publié en VO en 2016. La captive de Dunkelstadt de Magali Lefebvre, publié en 2020 chez Feu les éditions Noir d'Absinthe. Nadia de Pat Murphy, publié en 2024 chez Mnemos, publié en VO en 96. La Compagnie des loups de Angela Carter, publiée en 85 chez Seuil. La publication en VO, elle, date de 1979. J'ai aussi lu Femme qui court avec les loups, histoire et mythe de la femme sauvage de Clarissa Pinkola Estes, publiée en 2001 chez Le Livre de Poche et publiée en VO en 92. Et j'ai aussi lu Bride de Ali Hazelwood, publiée en 2024 chez Milady, publiée également cette année en VO. À travers ces lectures diverses et variées, j'ai pu relever 7 problématiques. Que dévoile l'utilisation du loup-garou dans les littératures de la fin du XXe et du début du XXIe siècle? Personnellement, j'ai relevé 3 axes que je vais développer tout du long de cet épisode. Tout d'abord, le loup-garou, symbole d'appartenance à la meute. Deuxièmement, le loup-garou, la bestialité comme fantasme littéraire.
Et troisième et dernièrement, le loup-garou, une créature d'émancipation au service des enjeux féministes. Mais avant tout, nous allons prendre la pépé mobile. Oui, c'est ainsi que je nomme mon petit bolide, pour voyager dans le temps et partir aux origines du mythe Lycan. Du côté de l'étymologie, le substantif loup-garou en français a pour équivalent latin lupinotum, dérivé du latin lupus désignant le loup. On trouve aussi le terme versipellis qui signifie celui qui retourne sa peau. Dans la thèse de Fiona Valentino intitulée Le mythe du loup-garou dans la littérature médiévale et contemporaine, un questionnement au fondement de l'identité humaine, la chercheuse nous apprend qu'au XIe siècle, loup-garou est mentionné sous la forme picarde de Leus voirus, je m'excuse pour la prononciation, mon picard du XIe siècle est un peu rouillé, qui désigne à la fois le loup et l'homme-loup. En effet, Leus voirus est composé de Leus, qui signifie le loup, et de la forme voirus, qui, issue du bas allemand, donne Warwolf, avant d'évoluer en francique sous les formes de Wariwolf et Werwolf, homme-garou en anglais. Elle nous dit également que le loup-garou est connu sous le nom de lycanthrope, dont le terme est issu du grec lycanthropos, de loukos, loup, et anthropos, homme, qui désigne un homme qui est ou se croit transformé en loup. Oui, il a été châtié. Soyez sans crainte là-dessus. Mais je vais vous apprendre quel fut son crime, quelle sa punition. La réputation d'infamie de ce temps était parvenue jusqu'à mes oreilles. Souhaitant me tromper, je descendis des hauteurs de l'Olympe, et sous une apparence humaine, je fis le tour de la terre. Il serait trop long d'énumérer tous les délits que, partout, je découvris. Cette réputation était en dessous de la vérité. J'ai traversé le Ménal, effrayant repère de bêtes sauvages, ainsi que le Silène et les fraîches pinèdes du lycée. De là, j'entre dans le royaume d'Arcadie, sous le toit inhospitalier de son tyran, à l'heure où le crépuscule verse dans la nuit. Je manifeste ma divinité, le peuple vient et commence à prier. Lycaon se moque d'abord de ses vœux pieux, puis s'écrie « Je vais vous montrer de façon claire et décisive s'il s'agit bien d'un dieu ou d'un mortel, la vérité va éclater. » La nuit venue, alors que je suis accablé de sommeil, il tente de me tuer. C'est là l'épreuve de vérité qu'il choisit. Mais cela ne lui suffit pas. De son épée, il tranche la gorge de l'un des otages envoyés par le peuple des Molosses, puis trempe dans l'eau bouillante une partie de ses membres palpitants, fait griller l'autre sur le feu. À peine a-t-il posé le tout sur la table que de ma foudre vengeresse j'abats le toit sur son propriétaire et ses dignes pénates. Terrifié, il s'enfuit, et, gagnant la campagne silencieuse, se met à hurler, essayant vainement de parler. La rage lui serre les mâchoires, et sa soif irrépressible de carnage s'exerce contre les troupeaux. Il se repaît encore aujourd'hui de leur sang. Ses poils deviennent un pelage, ses bras des pattes. Transformé en loup, il garde quelques traces de sa première apparence. Même poil gris, même air farouche, mêmes yeux luisants, même image de férocité. C'était un extrait des Métamorphoses d'Ovide. La figure du loup-garou nous vient de l'Antiquité. On la retrouve en Grèce antique, dans la Rome antique, puis au Moyen-Âge. On pense bien sûr au lait du Bisclaveret de Marie de France. Au départ, il n'y a pas de lien avec la lune, la pleine lune, pas d'histoire de morsure non plus. Non, le loup est un homme qui se métamorphose en bête. Il laisse sa conscience et ses vêtements quelque part près des bois et s'échappe à toutes pattes. Le loup est un alter ego, un double, un autre soi dont le contrôle nous échappe. Cela renvoie à une dualité bien connue qui est celle opposant l'homme à l'animal. Une fois n'est pas coutume, je vais faire un petit détour chez notre ami Platon qui, dans sa République, va questionner le passage de l'âme humaine vers le corps animal. D'après lui, ce passage est une punition pour l'homme, puisque le corps bestial est considéré comme un tombeau pour l'âme humaine, l'animal se positionnant en dessous de l'homme. C'est ce qu'on peut voir à travers le mythe de Lycaon, puni pour son crime. La transformation est ici une chute, une faute. Et plus tard, lorsque l'Europe va être christianisée, cette métamorphose autorisant le passage de l'humanité au règne animal va remettre en question le pouvoir du créateur, du divin.
Au commencement était le Verbe, et Dieu aurait nommé, créé toutes les choses. Le loup-garou est alors inconcevable, à moins qu'un démon ne se soit emparé d'une pauvre âme en perdition ayant pactisé avec le diable ou étant victime d'une malédiction jetée par une sorcière. La transformation en loup est d'autant plus une abomination au Moyen-Âge, car c'est à cette époque que notre pauvre ami Lupin se dote d'une mauvaise réputation. Le loup ravage les troupeaux, il est le prédateur en chef des bois et forêts, il transporte des maladies, et la Bible ne lui dresse pas un portrait flatteur non plus. Chapitre 11 du Lévitique, 26. Voici ces animaux. Tout quadrupède qui a le sabot non fendu ou qui ne remine pas sera immonde pour vous. Quiconque le touchera sera impur. 27. De même, tous les animaux qui marchent sur la plante des pieds sont impurs pour vous. Quiconque touche leur cadavre sera impur jusqu'au soir. 28. Et quiconque porte leur cadavre doit laver ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ces animaux sont impurs pour vous. 67. Et cette crainte réelle de la bête va s'insinuer dans la littérature. Je vous le disais, Marie de France a écrit Le lait du Bisclaveret qui nous raconte l'histoire d'un homme loup qui la nuit retire ses vêtements pour se transformer. Et sa femme adultère va lui dérober ses vêtements afin d'épouser un autre chevalier. Je ne vous raconte pas tout le lait, mais sachez qu'il fait partie de mes favoris de la poétesse. Dame, je deviens un loup-garou. Je me rends dans cette grande forêt au plus profond du bois et j'y vis de proies et de rapines. Lorsqu'il lui a tout raconté, elle lui demande s'il quitte ses vêtements ou s'il les garde. « Dame, dit-il, je reste tout nu. Dites-moi au nom de Dieu où sont vos vêtements. Dame, cela je ne vous le dirai pas, car si je les perdais et qu'ils étaient aperçus, je serais loup-garou pour toujours. Je n'aurais plus aucun secours jusqu'à ce qu'il me soit rendu. C'est pour cela que je ne veux pas qu'on le sache. »« Seigneur, répondit la dame, je vous aime plus que tout au monde. Vous ne devez rien me cacher ni douter de moi sur rien, ou alors c'est que vous ne m'aimez pas. Qu'ai-je fait de mal, pour quel péché doutez-vous de moi? Dites-le-moi, vous ferez bien. » Il faudra attendre le XIXe siècle et la théorie de l'évolution darwinienne pour que la figure du loup-garou soit rationalisée et se retrouve dans la littérature fantastique, comme dans Hugues le loup d'Erckam Chatrian en 1859. Dans ce conte fantastique, Fritz, un jeune médecin, est appelé au château de Nideck afin de soigner le comte Yeri, souffrant d'un mal étrange. Écoutez plutôt cet extrait. Dès le premier instant, je fus saisi de l'étrange physionomie du seigneur de Nideck. Et malgré toute l'admiration respectueuse que venait de m'inspirer sa fille, je ne pus m'empêcher de me dire « C'est un vieux loup !» En effet, cette tête grise à cheveux ras, renflée derrière les oreilles d'une façon prodigieuse et singulièrement allongée par la face, l'étroitesse du front au sommet, sa largeur à la base, la disposition des paupières terminées en pointe à la racine du nez, bordée de noir et couvrant imparfaitement le globe de l'œil terne et froid, la barbe courte et drue s'épanouissant autour des mâchoires osseuses. Tout dans cet homme me fit frémir, et des idées bizarres sur les affinités animales me traversèrent l'esprit. Je dominai mon émotion et je pris le bras du malade. Il était sec, nerveux, la main était petite et ferme. Au point de vue médical, je constatai un pouls dur, fréquent, fébrile, une exaspération touchant au tétanos. Que faire ? À présent, rattachez vos ceintures et revenons à aujourd'hui. La figure du loup-garou a bien évolué. Elle a muté, quelque part, si vous me permettez l'expression. Le folklore y a ajouté la balle en argent, la transformation lors de la pleine lune, mais aussi la meute et sa hiérarchie. Bon déjà, qu'est-ce une meute de loups ? Je vais, pour mon plus grand plaisir et le vôtre, j'en suis sûre, vous passer un extrait de l'émission C'est pas sorcier. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, une meute n'est donc pas constituée de loups qui, au fil du temps, sont venus se greffer sur le groupe. Non, une meute, c'est une famille. Une famille avec à sa tête un couple dominant, le couple alpha. Ces deux individus se sont rencontrés par hasard après avoir l'un et l'autre quitté, de gré ou de force, leur meute d'origine. Seul, ce couple dominant se reproduit. En France, une meute ne dépasse pas une petite dizaine d'individus et règne sur un vaste territoire qui fait environ 10 km de rayon. Alors à l'intérieur de cette meute, les règles sont simples. Le couple alpha domine
tous les autres adultes et tous les adultes s'occupent des louveteaux. Cela dit, les règles ne sont pas figées. Un jeune adulte peut très bien s'émanciper et prendre la place d'un dominant. Dans certaines meutes, il y a même un loup qui joue le rôle de souffre-douleur, c'est le loup Oméga. Quand cette meute devient trop nombreuse, un jeune loup âgé de 2 ans quitte la meute, ce peut très bien être le loup Oméga. Dans mon corpus, j'ai un roman dont le titre est le mot « meute ». Sur la couverture du grand format, on voit une figure de loup hurlant à la lune. Ce roman francophone de Catherine Renberg adopte une narration tout à fait singulière. Plusieurs points de vue à la deuxième personne du singulier, au tu. Cette narration très orale, par ailleurs, accentue la présence, la force de la meute. On sent l'appartenance des individus à un groupe. La meute devient l'allégorie de la découverte de soi et de sa place dans la société. Par exemple, « Et toi, t'es pas censé t'impliquer pour la meute, pas au-delà du minimum, parce que si tu commences, ils vont te bouffer tout entier, et ils sont beaucoup trop étouffants et beaucoup trop flaqueux pour que tu te laisses emprisonner. » Ou encore, « Je ne me permettrai pas de plaisanter sur ce genre de sujet. Tu as choisi de te lier au loupio, et il t'a choisi également. Tu es son alpha, et il est ta meute. Tu dois le sentir, non? Sa présence au fond de toi. Pas juste quand il hurle pendant ses cauchemars, mais tout le temps, en permanence. » Ce lien entre les êtres d'une même espèce est d'une puissance inimaginable. Dans ce roman, les loups-garous évoluent dans un monde crasseux, glauque, où ils sont une minorité luttant pour leur survie. Un jour, un jeune homme loup, complètement traumatisé et mutique, est trouvé par la meute. Et cette arrivée va nous parler de notre rapport à l'autre, à l'étranger qu'on choisit ou non d'intégrer. Nathanaël, je t'avais demandé de quitter le territoire pour cette nuit. Celui qui veille sur toi claque des dents, les babines retroussées, dressées devant toi. Quitte cette chambre, dernier avertissement. Celui qui t'a donné un nom ne bouge pas, les oreilles droites sur son crâne, la queue tendue derrière lui, tout entier du bleu infini, si lumineux qu'il en occulte presque les taches orange désert et rouge alarme. Loupio tue. Le grondement de celui qui veille sur toi le coupe, résonne dans la chambre, défiant, protecteur, revendicateur. La chaleur t'entoure toujours, sans virer au froid aiguisé comme avec le lien hors lointain de ceux qui étaient la meute. Celui qui voulait vous séparer bronche, fait un pas en arrière, les mains levées et le rouge violence autour de lui s'évanouit soudain. D'accord, j'ai compris. Il est à toi. Ce ne sont pas les liens du sang qui sont mis à l'honneur dans ce roman. Mais pourtant, dans de nombreux autres romans parlant du loup-garou, on est liquant de père, mère en fille, comme dans Twilight où les jeunes membres de la tribu des Quileutes, vivant dans une réserve de l'État de Washington, révèlent leur pouvoir de métamorphe loup vers l'âge de 16 ans. Stephanie Meyers emprunte, avec plus ou moins de maladresse, aux natifs américains leur mythologie et croyances pour construire sa propre cosmogonie. Dès que Ute eut franchi les limites du monde spirituel, Tahaki quitta le corps du loup qui attendit sagement son retour et parla. Confronté à la vérité, Ute rendit hommage à son vrai chef. À cet instant, Utlapa vint voir si la bête avait été tuée. En découvrant la dépouille de Ute protégée par ses pères, il saisit ce qui se passait. Tirant son couteau, il se précipita afin d'assassiner le vieux soldat avant qu'il ne réintègre son enveloppe charnelle. « Traître !» hurla-t-il. Les autres guerriers furent décontenancés. On leur avait interdit les voyages spirituels et il appartenait au chef de punir qui contrevenait à ses ordres. Ute regagna prestement son corps. Malheureusement, Utlapa menaçait déjà sa gorge d'un couteau, une main plaquée sur sa bouche. Le corps de Tahaki était fort, et là j'avais affaibli Ute, qui ne put même pas prononcer un mot et prévenir ses camarades, car Utlapa le fit taire à jamais. Peut-être peut-on imaginer qu'à travers l'opposition Édouard-Jacob, il existe une opposition blanc natif américain. Et qu'ainsi, l'acceptation des loups-garous vient nous parler du racisme et de l'intégration de l'autre dans notre société. Cependant, je ne pense pas que Twilight soit le meilleur exemple pour cela. Aussi, je préfère vous parler des romans Galeux et Nadia. L'auteur de Galeux, Stephen Graham Jones, quant à lui, est membre de la Première Nation américaine des Pekingese. Voici le résumé de son roman. Il ne s'appelle pas. Il est cet anonyme, cet étranger habitant à la marge des villes avec sa tante Libby et son oncle Darren.
Un garçon sur le point de devenir adulte est confronté à un choix qui décidera de son avenir. Doit-il croire au pied de la lettre les récits d'apparence fantasque de son grand-père, emplis de conseils absurdes relatifs au quotidien des loups-garous, ou bien grandir comme n'importe quel enfant et rejeter cette prétendue anormalité qui le condamnerait à vivre en rebut? Ce n'est pas comme s'il endurait déjà une existence de marginal, de paria. Car comment bien s'intégrer à la société lorsque l'on déménage tous les 2 mois dans une nouvelle bourgade du sud des États-Unis, que l'on loge dans des voitures ou des roulottes insalubres, que l'on se nourrit au petit bonheur la chance? Être ou ne pas être loup-garou, quelle différence après tout? Dans ce texte, notre protagoniste est un jeune garçon issu d'une famille de loups rejetés et exclus. Il vivote avec son oncle et sa tante, déménage sans cesse, change d'identité pour pouvoir échapper à la police. La mythologie du loup-garou est extrêmement bien développée, et on voit combien le choc de la modernité entre en conflit avec la nature sauvage du loup. Libby prétend que la plupart des loups-garous cassent leur pipe ainsi. Pas forcément à bord de grosses mire-morques surélevées en négociant une pente à 6% dans le ronflement du frein moteur, mais en tout cas sur l'autoroute à pleine vitesse. Il suffit en général d'un saut à la station-service pour acheter des sachets de ketchup. Quelqu'un vous coupe soudain la route et les tendons de vos phalanges crispés si fort sur le volant se mettent à surgir un à un sous leur forme lupine. À ce stade, vous cherchez à orienter le rétroviseur central histoire de confirmer le pire. Sauf que le dit rétro vous reste entre les mains, muet en pâte aux longs doigts, avec un morceau de pare-brise en prime, pour peu que la colle soit de bonne qualité. Bon sang, ça va vous coûter les yeux de la tête, vous le savez. Jurer comme un charretier en votre fort intérieur n'empêchera d'ailleurs pas la transformation. 1 kilomètre, vous dites-vous, juste 1 kilomètre, le temps de reprendre le contrôle, mais non, impossible de revenir en arrière, de sauver votre t-shirt préféré, votre pantalon déjà en lambeaux. Non, 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 vous n'allez pas ruiner un autre putain de... Trop tard. Le flanc droit heurte la glissière, il ne faut pas chercher très loin. Les volants ne sont pas conçus pour les monstres soi-disant imaginaires. Et elles sont 3 et ne peuvent se séparer. Leur survie en dépend dans ce monde raciste. Nadia et ses parents sont 3 eux aussi, dans la première partie du roman de Pat Murphy. Alors survint le changement. Mais qu'est-il ce changement? Tout d'abord une sensation de chaud, comme si la lueur blafarde de la lune sur la peau transmettait la chaleur du soleil tropical. Mais cette chaleur vient de l'intérieur, non du dehors. Le cœur cogne dans la poitrine et le sang bat dans les veines. La lune aimante le sang comme elle aimante l'océan. On se sent pris dans un flux, un raz-de-marée auquel on ne peut résister. Le corps s'embrase, la respiration s'emballe. D'irrépressibles gémissements montent de la gorge. On veut quelque chose, on l'appelle de toutes ses forces. Quoi? On ne le sait pas encore. C'est à cela que ressemble le changement. Une fois que tout fut terminé, Nadia se retrouva à 4 pattes. Son corps était recouvert de fourrure et son ouïe aiguisée saisit le discret frôlement d'une souris courant contre le mur de l'appentis. Mais cela n'avait aucune importance. Ce qui comptait était l'instant du changement lui-même, la malléabilité de la chair, la décision du corps. 3 loups se tenaient désormais dans la cour, le regard tendu vers la forêt. Ce roman se passe au temps des cow-boys et de la conquête de l'Ouest. Le père et la mère de Nadia sont tous 2 des immigrés ayant fui l'Europe afin de trouver un lieu où vivre en paix. Spoiler, ce lieu, ce ne sera pas les États-Unis. En tant qu'étrangers, elles sont déjà mises à l'écart par la communauté. Mais leur nature secrète de change-forme les exclut davantage et conduira à la fin tragique des parents de Nadia à la fin de la première partie du roman. Dmitri était assise sur un des bancs. Les 2 jeunes filles s'attardèrent une seconde pour voir si la conversation valait la peine qu'elles s'y intéressent. Mr. Walker tenait ouvert devant lui un journal tout juste arrivé de Philadelphie. « C'est un parti nouveau pour les temps nouveaux, » déclara-t-il. « Ils se sont baptisés eux-mêmes les Native Americans. Ils n'ont pas besoin de papistes, et là, je suis bien d'accord avec eux. Prenez ces Irlandais-là, tout frais débarqués de leur bateau. On peut même pas comprendre un traître mot de ce qu'ils baragouinent. » Il roula le journal, le claqua sur sa cuisse. « L'Amérique aux Américains, voilà ce que je dis, moi. » « L'Amérique aux Américains ?» répéta lentement Dmitri, comme s'il n'avait pas bien saisi le sens de ces mots. Son accent polonais devenait plus pesant, signe chez lui d'une indéniable contrariété. « Ça fait 20 ans que je vis dans ce pays. J'aurais des raisons de me considérer comme américain, et pourtant ces gens prétendraient que non. » M. Walker allait l'interrompre, mais Dmitri poursuivit sans l'écouter. « L'Amérique est pour tous les hommes, de toutes les races, de tous les pays. C'est ça qui rend ce pays aussi fort.
Si on vous le laisse faire, vous allez bientôt nous dire qu'il faudrait libérer les esclaves, rétorqua Mr. Jones. Par ailleurs, Nadia porte un discours inclusif, féministe, humaniste, qu'il fait bon de lire pour un roman des années 90, comme quoi le féminisme est loin d'être une invention moderne. Nadia, à propos des natifs américains, dit par exemple « Cette fois, le ton de Nat était mordant, furieux. Vous avez peur de l'obscurité ? Alors vous voulez tuer les loups qui vivent dans la nuit. Les hommes du convoi avaient peur des Indiens, alors ils voulaient les tuer. J'ai connu des gens comme eux. Ils disaient « Un bon Indien est un Indien mort. Un bon loup est un loup mort. Cet homme est noir, alors je vais en faire mon esclave. » Ces gens disent aussi « Je vais te chasser et prendre ta terre, et si tu te défends, je dirai que tu es un sauvage et une bête, et je te tuerai. » Ces gens-là ne s'arrêtent jamais pour écouter. Le changement, comme le nomme Pat Murphy, est très souvent lié à la puberté dans tous ses textes. On peut naître loup-garou, mais n'exprimer sa véritable nature qu'à l'âge du passage entre l'enfance et l'adolescence, comme pour Nadia, ou encore le protagoniste de Galeux qui attend de voir si le loup en lui va se réveiller ou non. Mais on peut aussi être transformé, mordu, une fois l'enfance terminée. C'est ce qui arrive au jeune Jonathan dans le roman Vertèbre de Morgane Cossarieux, parabole de la fin de l'enfance et de son innocence présumée. Les relations entre la protagoniste et son amie vont en effet connaître certains bouleversements, de même que les autres filles ne porteront plus sur ce garçon autrefois raillé à cause de son poids un regard moqueur une fois celui-ci revenu et métamorphosé. Jojo a marqué plein de buts, et tout le monde a levé les bras comme au stade pendant la Coupe du Monde. Au lieu de jouer à la marelle, Blandine a rappliqué et a aussi regardé la partie avec son gang de filles qui ne la quittent pas d'une semelle et font toujours tout pareil qu'elle. Et elles se sont mises à glousser à chaque fois que Jonathan shootait dans la balle et la passait entre les deux plots. Genre, c'est trop extraordinaire, une balle qui passe entre deux plots. Moi aussi je peux le faire. Non mais pour qui elles se prennent ? Jojo, c'est mon copain, à moi. Depuis sa disparition, Jojo est devenu une vraie célébrité à Vieux-Boucau. Mieux que les To Be Free. Pendant une semaine, on n'a parlé que de lui. On a vu ses photos placardées sur les murs comme celles d'une star. On croirait qu'il ne reviendrait jamais, alors il est maintenant entouré de mystères puisqu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, où il est allé, pourquoi il est revenu aussi maigre, aussi fort, en bonne santé et muet. Zut alors, Sacha, mate ça, v'là qu'il l'emballe à présent. Non mais sérieux ! Brahim et moi, on les a regardés s'embrasser avec un air dégoûté et on n'était pas les seuls. À part Tristan et Charlotte, qui sont pourtant cousins, personne ne l'a encore jamais fait dans la classe. Ou du moins pas à la vue de tous. C'était donc historique et dégueu. Ça avait l'air d'être la vie de Blandine, aussi. Parce qu'elle a poussé un cri et a repoussé violemment Jojo. Et elle s'est mise à recracher des trucs par terre en faisant « Papa !» De là où on était placé, on n'a pas vu ce que c'était ce qu'elle crachait. Blandine s'est essuyé les lèvres plusieurs fois du dos de la main, puis est partie en pleurant. Jojo nous a lancé un regard hébété, puis il s'est gratté l'oreille et a bâillé exagérément en ouvrant très grand la bouche et en dardant la langue. Il ne semblait pas comprendre ce qui s'était passé. Je vous le disais plus haut, le loup est une créature honnie. On lui reproche sa bestialité, sa sauvagerie, peut-être aussi quelque part sa liberté. Je pense au titre de l'ouvrage « Femme qui court avec les loups, histoire et mythe de la femme sauvage » de Clarissa Pinkola Estés. Titre qui suggère, avec sa couverture où on voit deux femmes, la poitrine à moitié dénudée, courir ensemble. C'est une véritable émancipation pour les femmes. Mais bon, ça j'y reviendrai tantôt. L'homme, avec un grand H, est considéré comme un être de raison, sachant contrôler ses pulsions animales, ses instincts, tandis que le loup peut laisser libre cours à ces mêmes pulsions. Du moins, est-ce le regard qu'on lui porte. L'utilisation du mythe Lycan comme marqueur de la puberté humaine est loin d'être anodine. Si on considère que l'homme change de forme au cours de sa vie, passant d'un corps enfantin non sexualisé prépubère à un corps apte à la reproduction, et donc, si on suit un raisonnement religieux, voire puritain, à un corps impur qu'il va falloir maîtriser, il est facile de faire le rapprochement entre transformation lupine et transformation physiologique. Le loup est porteur d'une charge de vice assez conséquente. Et on pense forcément à l'interprétation plus que répandue aujourd'hui du Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault, mais aussi de celui des frères Grimm, où on met en garde les petites filles, les enfants contre le loup, l'homme qui rôde dans les bois et ne pense qu'à une chose, là les mettre dans son lit et là les dévorer. Le loup-garou porte en lui une bestialité sensuelle. Et pour rester dans l'univers des contes, il suffit de songer à la bête dans le conte La Belle et la Bête.
Par ailleurs, il existe une version meusienne de ce conte appelée le loup blanc, où la terrible bête n'est autre qu'un loup doué de la parole. Enfin, dit-il, j'ai donc trouvé la rose qui parle. Et il s'empressa de cueillir une des roses. Aussitôt, un loup blanc s'élança sur lui en criant « Qui t'a permis d'entrer dans mon château et de cueillir mes roses ? Tu seras puni de mort. Tous ceux qui pénètrent ici doivent mourir. » « Laissez-moi partir, dit le pauvre homme, je vais vous rendre la rose qui parle. »« Non, non, répondit le loup blanc, tu mourras. »« Hélas, dit l'homme, que je suis malheureux. Ma fille me demande de lui rapporter la rose qui parle, et quand je l'ai enfin trouvée, il faut mourir. »« Écoute, reprit le loup blanc, je te fais grâce, et de plus je te permets de garder la rose, mais à une condition. C'est que tu m'amèneras la première personne que tu rencontreras en rentrant chez toi. » Le pauvre homme le promit et reprit le chemin de son pays. La première personne qu'il vit en rentrant chez lui, ce fut sa plus jeune fille. Et la nuit, ce même loup blanc se change en beau seigneur pour rendre visite à la jeune fille. Aujourd'hui, on remet en question, et à raison, je pense, l'amourachement de la belle, la jeune fille, pour une bête parfois violente qui la séquestre. C'est vrai tout de même, qu'est-ce qui lui plaît à la belle chez cette créature, chez cet animal ? Bettelheim, dans son essai autour des contes de fées, nous dit « Alors que Barbe Bleue correspond aux pires craintes de l'enfant en ce qui concerne la sexualité, la Belle et la Bête lui donnent la force de comprendre que ces peurs sont d'abord l'œuvre des fantasmes d'angoisse sexuelle et que bien que le sexe puisse d'abord apparaître sous un aspect animal, l'amour entre l'homme et la femme est en réalité le plus satisfaisant de tous les sentiments qui puissent assurer un bonheur permanent. Ce conte anticipe de plusieurs siècles l'idée freudienne que le sexe doit être expérimenté par l'enfant comme quelque chose de repoussant tant que ses désirs sont reliés à ses parents. Seule cette attitude négative vis-à-vis de la sexualité peut respecter le tabou de l'inceste et avec lui la stabilité de la famille humaine. Mais quand le jeune se détache de ses parents et se tourne vers un partenaire de la même classe, les désirs au cours d'une évolution normale perdent leur aspect animal et au contraire sont exprimés comme quelque chose de beau. Dans l'article La Belle et la Bête ou Comment la Belle est devenue princesse, Ève Gardien nous dit « Cependant, graduellement, une connaissance plus aboutie, développée dans un quotidien partagé, permet à la Belle de dompter son dégoût et de passer outre ses peurs initiales. Nous sommes alors loin de la Bête observée à son insu, bête avec des mains fumantes suggérant un meurtre encore frais. La Bête est devenue celle qui lappe paisiblement l'eau de l'étang pour se désaltérer. Bien évidemment, la bête est encore vue au travers de son animalité apparente, mais cet apaisement du regard de la belle l'amène à pouvoir proposer à la bête une promenade commune dans le jardin. Il devient possible de partager une expérience sans que la rencontre des deux regards soit une source d'effroi. La bête semble d'ailleurs plus douce à la belle. Est-ce d'être traitée autrement ? Est-ce d'être regardée autrement ? Difficile de trancher, et la belle hésite. On dirait que vous avez la voix plus douce. La bête serait-elle moins animale qu'elle ne le paraît ? Bon, si je résume très grossièrement tout ça, accepter la bestialité de la bête, donc de l'homme, avec un petit h, permettrait à la belle, la femme, de s'émanciper et d'assumer ses désirs adultes. Bon, c'est très hétérocentré tout ça, mais pourquoi pas ? Continuons pour voir ce que cela donne avec les loups-garous et leur conquête. Pour revenir à Twilight, et surtout à ses adaptations cinématographiques, il devient assez drôle de compter le nombre de fois où l'acteur qui incarne Jacob Black, Taylor Lautner, enlève son t-shirt à l'écran, et comme ça, Bella peut, ainsi que les jeunes spectatrices, observer sa parfaite musculature. Et on nous dit un nombre incalculable de fois qu'il a le sang terriblement chaud, et une nuit, il va même entourer Bella de ses bras, sous l'étroite surveillance d'Edward bien sûr, pour pouvoir la réchauffer. Le loup, la bête, vient éveiller le désir chez la jeune fille. Et dans certains ouvrages de littérature plus adultes, il ne vient pas qu'éveiller, si je puis me permettre. La Beatslit a utilisé les vampires et loups-garous pour parler des relations interdites entre humains et créatures au cours des années 2010. Et cette littérature perdure aujourd'hui avec des ouvrages comme Bride de Ali Hazelwood. Je vous lis le résumé. Misery Lark, fille du conseiller vampire le plus puissant du Sud-Ouest, est une paria. Les jours où elle vivait dans l'anonymat parmi les humains sont désormais derrière elle. On a fait appel à elle pour renforcer une alliance historique afin de maintenir la paix entre les vampires et leurs ennemis mortels, les loups-garous. Et elle n'a guère d'autre choix que d'obéir. Les loups-garous sont impitoyables et imprévisibles.
Et leur alpha, Love Morland, ne fait pas exception à la règle. Sa manière de la regarder, de suivre le moindre de ses mouvements montre clairement qu'il n'a aucune confiance en elle. Si seulement il savait à quel point il est dans le vrai. Car Misery a ses propres raisons d'accepter ce mariage de convenance. Des raisons qui n'ont rien à voir avec la politique ou les alliances. Et elle est prête à tout pour récupérer ce qui lui appartient. Même si cela signifie une vie de solitude en territoire ennemi. Seule avec le loup. Bon, je ne vous le cache pas. La lecture de ce titre a été plus que laborieuse pour moi. Ce n'est pas du tout ce que j'aime et ce que je recherche en littérature. Pourtant, j'avoue, ce livre est venu éclairer toute cette partie de ma réflexion à propos de pourquoi le loup-garou est si populaire aujourd'hui. Il m'a permis de faire le lien notamment avec la figure de la bête que j'ai mentionnée tantôt. Notre héroïne, Misery, vampire, va petit à petit tomber sous le charme de son mari si animal. Et cela commencera avec le marquage. Misery. Sa voix me fait sursauter. Il fronce les sourcils. J'ai besoin de votre consentement explicite. Pourquoi ? Je vais vous marquer à la manière traditionnelle des loups-garous. Cela implique de frotter ma peau contre la vôtre, ma langue aussi. Oh, oh ! Quelque chose d'électrique, de liquide s'accumule dans mon corps. J'y fais face de la seule manière possible, en riant. Sérieusement ? Il hoche la tête aussi sérieux que des sables mouvants. Comme la blague du doigt mouillé dans l'oreille ? Il lève la main puis se fige. Je peux vous toucher ? Il s'assure d'avoir ma permission, mais sa demande n'a rien d'hésitante. J'acquiesce. Les loups-garous ont des glandes odorantes, ici. Il effleure le creux du côté gauche de ma gorge du bout de son pouce. Ici, le côté droit. Et là. Il ferme la main autour de mon cou, la paume au niveau de ma nuque. Vos poignets aussi. Ah ! Je me racle la gorge et je résiste à l'envie de me débattre parce que je ne me sens... Je n'en ai aucune idée. C'est sa façon de me regarder, ses yeux pâles et perçants. Et au fur et à mesure du roman, les relations intimes entre nos deux protagonistes vont être relayées par de longues descriptions mettant en avant la vigueur, la force, l'impulsivité de l'homme loup. Ces romances avec des loups-garous mettent en avant les rapports torrides que les héroïnes entretiennent avec ces créatures, sous leur forme humaine, uniquement. Je peux également vous parler de la nouvelle La Compagnie des loups d'Angela Carter, qui est une réécriture du Petit Chaperon Rouge dans laquelle l'enfant se couche de son plein gré nu dans le lit avec le prédateur, et c'est même elle qui l'invite, qui initie la relation. Que vais-je faire de ma blouse ? Au feu aussi, mon petit. La fine mousseline flamba en s'élevant dans la cheminée comme un oiseau magique, et voilà qu'elle ôta sa jupe, ses bas de laine, ses souliers, et au feu tout cela aussi, qui disparut pour de bon. La lumière du feu brillait à travers le contour de sa peau. Elle n'était plus vêtue que du tégument intact de sa chair. Ainsi éblouissante, nue, elle peigna sa chevelure avec ses doigts. Ses cheveux paraissaient aussi blancs que la neige au dehors. Puis elle alla droit à l'homme aux yeux rouges dans la tignasse, ébouriffé duquel l'époux remuait. Elle se dressa sur la pointe des pieds et déboutonna le col de sa chemise. « Que vous avez de grands bras, c'est pour mieux t'embrasser. » Tous les loups du monde hurlaient désormais un épithalame derrière la fenêtre, tandis qu'elle lui donnait de son plein gré le baiser qu'elle lui devait. « Que vous avez de grandes dents !» Elle vit ses mâchoires commencer à saliver. La pièce était pleine de la clameur du chant de mort de la forêt. Mais l'enfant sagace ne flancha pas un instant, même lorsqu'il répondit « C'est pour mieux te manger ». La fille éclata de rire, elle se savait la viande de personne. Elle lui rit au nez, elle arracha sa chemise et la jeta au feu dans le sillage flamboyant de ses propres vêtements jetés. Les flammes dansaient comme des âmes mortes la nuit de la voile purgie, et sous le lit, les vieux os s'entrechoquèrent avec un terrible fracas, mais elle n'y prit point garde. Carnivore incarnée, seule une chair immaculée l'apaise. Elle prendra sa tête redoutable et la posera sur son giron, et elle cueillera les poux dans son pelage, et peut-être même les portera-t-elle à sa bouche pour les manger, comme il le lui enjoindra, comme elle l'eût fait en une sauvage cérémonie nuptiale. Afin de mieux comprendre les mécanismes qui sont en jeu dans ce genre de relation, on peut se pencher sur l'essai « Désirer la violence, ce que la pop culture nous apprend à aimer » de Chloé Thibault, qui analyse et explique combien les représentations culturelles des relations amoureuses influencent le désir des femmes pour les hommes. Alors je n'ai pas encore lu cet essai, il est miraculeusement apparu comme recommandation sur mon feed Instagram ce matin avant l'enregistrement de cet épisode, mais je suis sûre et certaine que ce texte me permettrait d'aller encore plus loin dans la réflexion aussi, si cela vous intéresse.
je vous le notifie. Peut-être y a-t-il un mot qui vous a surprise tantôt. Il m'a moi-même interpellé lors de ma lecture de Braille de Dali Hazelwood. Consentement. En effet, bien que les relations décrites soient un certain endroit de la sexualité, le loup souhaite avoir l'autorisation de Misery avant d'entreprendre quelque chose avec elle. Alors, je sais que l'on peut parler de féminisme washing, mais je ne suis pas assez spécialiste d'Ali Hazelwood et des romances paranormales pour développer le sujet. Aussi, vais-je, pour cet exposé, intégrer le fait que ce roman peut-être est progressiste quant à la question d'empouvoirment de la femme sur sa sexualité. Il n'empêche que, pour aller plus loin dans la réflexion à propos de ce genre de relation, je vous recommande aussi la dernière vidéo de Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline qui parle de la dark romance et je pense que ça rentre parfaitement dans le thème à propos de ces relations, mais voilà, je ne vais pas plus loin. Elisabeth se tourna vers lui et se retrouva presque dans ses bras. Un instant, elle s'immobilisa. Elle sentait la chaleur de son corps, l'odeur de sueur et de poussière. Être si près de lui l'effrayait et cependant elle n'avait pas envie de s'écarter. Au contraire, elle aurait aimé se presser contre lui, l'embrasser ou se laisser embrasser. Mais Nat ne chercha pas à l'embrasser, bien qu'il dût savoir à son regard qu'elle y aurait consenti. Il n'aurait pas été convenable de se comporter ainsi à Springfield, soutenant avec audace le regard d'un garçon, mais Springfield était loin d'ici. Ils étaient seuls dans la plaine et Nat la dévisageait avec curiosité. « Merci de m'avoir appris », dit-elle en effleurant sa joue d'un baiser amical. Nadia, immobile, regarda Elisabeth se précipiter vers les édredons. La sensation chaude de son corps contre le sien, de ses lèvres sur sa joue, s'attarda un instant, si douce, si tendre. Nadia est un roman atypique, tout comme son héroïne éponyme. La mère de Nadia, Louve-Garou, elle aussi avait un rapport à son corps, à la sexualité, à ses désirs, que l'autrice nous décrit comme étant plus libérés, plus sauvages. Et en effet, au début du roman, la mère de Nadia se prostitue dans une maison close, et cela ne semble pas lui poser de problème. Sa fille va hériter de cette liberté de corps, d'ailleurs. Nadia va avoir sa première relation intime hétérosexuelle, hors relation établie type mariage, fiançailles, concubinage ou autre. Elle va avoir cette relation avec un garçon déjà expérimenté qui ne cherche qu'à satisfaire son propre plaisir, et il va tout faire pour obtenir la virginité de Nadia. Cependant, tout ne va pas se passer comme prévu. Nadia refuse d'être insatisfaite, en fait, lors de cette relation. À l'intérieur de son corps, elle sent que cette rencontre physique peut lui apporter un véritable plaisir, une jouissance, en fait. Et donc, à la suite de cette relation, le rapport de domination va s'inverser et le jeune homme va prendre peur et être dégoûté face au comportement de Nadia qu'il juge inapproprié. La bonne blague. Plus tard dans le récit, c'est le passage que je viens de vous lire, Nadia va se travestir en homme pour parcourir les États-Unis et elle fait parfaitement illusion parce qu'elle sait chasser, tirer, pister, camper, tout ce que vous pouvez imaginer. Et la jeune Elisabeth, qui est une immigrée, elle va d'ailleurs se laisser piéger par ce jeune homme intrigant et sauvage. Elle va développer des sentiments pour lui. Nadia va également se sentir troublée par cette jeune fille et elles vont finir par entretenir une véritable liaison, une relation. Louve-Garou est bisexuel, c'est peu commun quand même. Autant Elisabeth va être perturbée par ses sentiments et ses envies envers Nadia, autant Nadia, elle, les accepte et les vit pleinement. Une autre héroïne de mon corpus est une garou, Katharina. Elle est dite captive d'un château au cœur de la forêt noire. Cette jeune femme de noble naissance vit à l'écart de la société des hommes avec sa mère. De drôles de dires se font entendre à propos de cette famille. Elle vivrait dans un château hanté, des loups immenses assoiffés de sang arpenteraient leur jardin la nuit. Les loups s'avéreront être Katharina et sa mère, victimes d'une malédiction familiale ne touchant que les femmes de leur sang. Nous découvrons tout cela à travers les yeux du jeune Émile, un aristocrate sur le point de terminer son tour d'Europe. Jour après jour, il découvre en Katharina une femme ambiguë, à la fois timide et discrète, mais aussi sauvage et intrépide. Voyez plutôt. « Nous sommes sous le vent, elle ne nous sentira pas », souffla Katharina tout en observant à travers le feuillage la bête toujours étendue sur la couverture blanche. Tout en s'accroupissant à ses côtés, le Français s'étonna de la posture de sa compagne, indigne d'une jeune fille issue de la haute société. Les mains au sol, l'œil scrutateur et à genoux, ignorant les pans de sa robe qui traînaient dans l'herbe fournie, autant que le fait que cette position révélait quelque peu la cambrure de ses reins. Quelque chose dans cette attitude, dans la tension qui animait son corps, ainsi que l'étincelle qui brillait dans ses yeux jacinthes, rappela à Émile le chat qui s'apprête à bondir sur sa proie. De fait,
Il s'aperçut que la jeune femme mordillait sa lèvre inférieure, ses dents blanches brillant sur le rouge charnu de sa bouche. Le feu qui brûlait les joues du jeune homme gagna une autre partie de son corps, et il s'empressa de regarder ailleurs. De toute évidence, Katharina n'avait aucune conscience de la sensualité qu'elle dégageait, ce qui ne la rendait que plus attirante encore. Et cette posture toute féline ne faisait qu'ajouter à cette sensualité. La relation entre Katharina et Émile est mise sur un pied d'égalité. Lui pense au départ être un prince charmant venant délivrer la pauvre recluse, et pourtant, c'est Katharina qui va s'avérer le protéger, le défendre devant l'autre garou, qui est sa mère. La première relation intime entre ces deux personnages sera à l'initiative de la jeune femme louve d'ailleurs. Et la fin propose une morale douce amère assez inédite. À travers ces embryons, j'en ai conscience, de réflexion, de pistes d'études, j'ai pu entrevoir pourquoi la figure du loup-garou fait recette aujourd'hui. Je vous le disais, elle est multiple, et les auteurisses l'utilisent à des fins différentes. La quête d'une meute, d'un clan, d'une famille. On souhaite parler de racisme, on souhaite parler de la puberté, du fantasme bestial, de l'émancipation féminine. Le loup-garou vient nous parler de notre rapport nature-culture, de la scission qui s'est opérée entre le corps d'un côté et l'esprit, l'âme de l'autre. Cette créature vient unifier le tout pour nous offrir la possibilité d'être libérés de la bien-pensance de la société. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à laisser des petites étoiles sur Spotify. Et si vous le souhaitez, vous le pouvez, il est possible de me soutenir financièrement via mon Ko-fi, Barocco Culture, ou Patreon, Barocco Culture également, et même Twitch, Barocco Culture, encore et toujours. Tous les liens, ainsi que mes références pour cet épisode, sont dans la description. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Barocco Podcast. Merci pour votre écoute.